Nous allons vous présenter Votre histoire des arts autour de la ferme des animaux, un film d'animation de 1954 fait d'après La ferme des animaux de George Orwell. La ferme des animaux est un dessin animé qui se veut l'adaptation plus ou moins fidèle d'un roman du même nom, écrit par l'anglais George Orwell en 1945, et dont il conviendra bien sûr de parler. Alors voici un rapide résumé de l'œuvre. Des animaux d'une ferme anglaise, fatigués d'être exploités par un fermier alcoolique, paresseux et cruel, répondant au nom de Mr. Jones, se révoltent contre ce dernier et le chassent de la ferme. Ils en prennent alors le contrôle et édictent un certain nombre de nouvelles lois, dont la première est la suivante: tous les animaux sont égaux. Malheureusement pour les animaux, les porcs, et en particulier le porc Napoléon, prennent le pouvoir à la ferme et finissent par exploiter les animaux encore plus durement et violemment que ne le faisait Mr. Jones. Le film, tout comme le livre, sont des œuvres politiquement très engagées. En effet, ils sont l'un comme l'autre des satires des gouvernements russes, du régime impérial des tsars, au communisme totalitaire de l'URSS de Staline. Nous allons passer au grand 2, la présentation de l'œuvre, et d'abord en grand A, le film d'animation. Alors, La ferme des animaux est un long métrage d'animation en couleur, d'une durée d'1h13, sorti en 1954 aux États-Unis d'Amérique, mais sorti en France et traduit en français près de 40 ans plus tard, en 1993, avant de ressortir en 2017 en version restaurée. Comme c'est le cas pour tous les films, les personnes impliquées dans sa création sont nombreuses. Citons d'abord les scénaristes: Joy Batchelor, Philip Stapp, Lothar Wolff et Borden Mace. On vous mettra les noms évidemment. Le compositeur, Matthias Seiber, les producteurs, donc les époux Joy Batchelor qui était également scénariste et son mari John Halas. Et parlons enfin des doubleurs principaux. Ne citons que le narrateur Gordon Heath en version originale et Jean-Claude Michel en version française. Il faut aussi parler de la société de production Halas & Batchelor Cartoon Films et enfin de la société de distribution du film en France, Malavida. L'animation n'est pas sans rappeler l'animation des studios Disney à cette même époque, puisqu'il s'agit d'une animation en ligne claire. Le personnage qui est à l'origine de ce projet d'animation est un espion américain nommé Hunter Howard. Il travaillait pour la CIA, et il a attendu la mort de l'écrivain George Orwell pour contacter sa veuve et obtenir les droits d'adaptation du roman. Toutefois, il ne s'agit pas d'une adaptation tout à fait fidèle. En effet, la fin du roman a été changée, puisque si le roman se termine sur une note très sombre, le film d'animation en revanche s'achève quant à lui sur une note bien plus positive, puisque les méchants cochons seront en effet punis. Le film a longtemps été interdit en France, il était jugé ouvertement trop anticommuniste. En outre, le choix du cochon comme animal représentant les dirigeants politiques était une provocation trop importante. Alors maintenant, en grand B, nous allons vous parler du mouvement artistique. Alors d'un point de vue purement graphique, le dessin animé s'inscrit dans le courant artistique, on l'a dit, de la ligne claire. Il s'agit d'une technique graphique consistant à entourer chaque élément du dessin d'un contour fait à l'encre noire, toujours de la même épaisseur. Par conséquent, chaque couleur est clairement séparée de sa couleur voisine par un trait noir. Il s'agit d'une technique que l'on retrouve dans d'autres genres graphiques comme la bande dessinée à ses débuts, avec Hergé, le dessinateur de Tintin par exemple, ou encore la technique des vitraux. En outre, les couleurs sont toujours appliquées en aplat, c'est-à-dire de manière uniforme, sans effet d'ombre et de lumière, et sans aucune hachure. Le dessin gagne grâce à cette technique en lisibilité. Voici la manière dont Hergé parlait de cette technique. On essaie d'éliminer ce qui est graphiquement accessoire, de styliser le plus possible, de choisir la ligne qui est la plus éclairante. Ainsi, une même recherche de lisibilité, une même obsession de la clarté, anime toute une lignée d'artistes qui se sont voués à l'image narrative, au dessin au service de la communication d'une idée, d'une situation, d'une intention. D'un point de vue plus littéraire maintenant, le dessin animé ainsi que le roman s'inscrivent dans le genre, on l'a vu, de la dystopie. La dystopie, rappelons-le, est un genre moderne qui s'inscrit en opposition au genre plus ancien de l'utopie, dont le plus ancien et célèbre représentant est bien sûr l'anglais Thomas More. Le mot utopie vient du grec ou topos, le pays de nulle part. Dans une utopie, le narrateur décrit une cité idéale, le plus souvent égalitaire, juste et heureuse, mais qui ne se situe nulle part, c'est-à-dire qui est parfaitement imaginaire. Si la dystopie est comme l'utopie, un récit de fiction décrivant un modèle de société n'existant pas dans le monde réel,
Elle ne décrit pas en revanche une société juste et idéale. Le préfixe grec « dys » représente en effet quelque chose de mauvais. La dystopie est donc, étymologiquement, un mauvais lieu. La dystopie décrit un monde organisé grâce à des progrès scientifiques très avancés et jugés parfaits pour la plupart des habitants et par la plupart des habitants. Mais ce n'est qu'une illusion, car rapidement, dans ces sociétés dystopiques, le rêve devient cauchemar et les sociétés futuristes présentées comme parfaites se révèlent évidemment terrifiantes. L'auteur décrit alors un univers déshumanisé, sous l'emprise de la technologie, des régimes totalitaires, contre lequel l'auteur met en garde le lecteur. Car le but de l'auteur est bien de mettre en garde le lecteur sur ce que pourrait devenir la société dans laquelle il vit, s'il n'en change pas certains aspects. Grâce à la dystopie, l'auteur dénonce les dangers possibles de la science ou de la manipulation des médias entre les mains d'un pouvoir totalitaire. La dystopie invite le lecteur à adopter un regard critique sur sa propre société et pourquoi pas à vouloir la changer. Si le terme de dystopie est apparu au XIXe siècle, c'est surtout le XXe siècle qui va voir fleurir un grand nombre de dystopies. Citons les romanciers que vous connaissez, Aldous Huxley, Ray Bradbury ou encore Pierre Boulle, ainsi que les réalisateurs comme Fritz Lang, Jean-Luc Godard ou même George Lucas, on le verra plus tard. Alors passons maintenant au contexte historique de la création de cette œuvre. Il faut revenir sur le parcours de son auteur, George Orwell, qui en 1936 s'était engagé dans la guerre d'Espagne, aux côtés des milices qu'on appelle le POUM, qui est un groupe trotskiste. Quelques années plus tard, désabusé par cette expérience, il en tire néanmoins le matériau et l'esprit de révolte qui l'amène à écrire La ferme des animaux. En 1944-45, la nouvelle se verra d'abord refusée par 4 éditeurs différents, qui ne souhaitent pas donner une mauvaise image de l'URSS. À cette époque, ils sont encore les alliés de la Grande-Bretagne. Orwell déplore cette forme d'autocensure, d'ailleurs, dans la préface de l'œuvre. Plus tard, en 1954, c'est la CIA qui décide de financer une adaptation de l'œuvre en dessin animé. À cette date, les États-Unis sont en conflit larvé avec l'URSS, c'est la guerre froide. De plus, la période de 1953-54 est marquée par la fièvre du McCarthyisme, une chasse aux prétendus espions communistes lancée par le sénateur McCarthy. Passons maintenant au grand 3, la présentation de l'artiste. Et d'abord la présentation, évidemment, de celui qui est en charge du livre, dont le vrai nom est Eric Arthur Blair. Eric Arthur Blair est né le 25 juin 1903 à Motihari dans une famille bourgeoise faisant partie de l'administration de l'Inde britannique. Après de bonnes études à Eton, il rentrera lui aussi dans l'administration de l'Empire anglais, mais démissionnera en 1927 car il ne cautionne pas le colonialisme. Il se consacre alors à l'écriture sous le pseudonyme de George Orwell. Tous ses écrits, ses essais, ses nouvelles montrent un engagement sans faille en faveur du prolétariat, c'est-à-dire en faveur du peuple, dans la mouvance politique du trotskisme. Son œuvre la plus célèbre, 1984, est composée quelques mois avant sa mort et il meurt de la tuberculose en 1950. Le dessin animé, quant à lui, a été produit par la firme britannique Alas & Bachelor, spécialisée dans la création d'œuvres similaires, donc l'information de guerre et la propagande. Passons dorénavant à l'analyse de cette œuvre. Le roman comme le film sont à la fois des œuvres satiriques et aussi ce qu'on appelle des apologues. Et pour commencer, nous pouvons voir qu'il s'agit d'une analyse contemporaine de la société. S'il s'agit d'une œuvre satirique, c'est bien parce qu'elle fait la critique comique d'une forme particulière de société et de gouvernement. Le but d'Orwell était bien entendu de créer une satire qui soit claire et facilement compréhensible du régime stalinien. Ainsi, la correspondance entre les événements, les personnages de fiction et les événements de la réalité est assez évidente. On peut citer quelques exemples. Pour commencer, le parallèle entre les révolutions russes et la révolution à la ferme, bien entendu. Puis le parallèle entre les différentes batailles. En l'occurrence, la bataille appelée du Moulin correspond à la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, les personnages. On voit bien sûr un parallèle entre les cochons, Napoléon et Boule de Neige, et entre Staline et son rival Trotsky. On peut voir aussi que le fameux voisin Pilkington représente la figure d'Hitler, etc. Enfin, autre parallèle assez évident, tous les ressorts du totalitarisme stalinien sont évoqués dans le livre. La propagande, qui est en l'occurrence énoncée par le port Bril-Babil, les procès truqués,
la mise en place d'une répression très féroce, ici sous la forme des chiots qui sont éduqués par Napoléon, les plans quinquennaux, qui sont représentés par la reconstruction systématique du moulin, l'aspect stakhanoviste du cheval Hercule. Je rappelle que le stakhanovisme est le fait qu'on pousse les ouvriers à produire toujours plus, quitte pour cela à se tuer au travail. Enfin, le positionnement politique d'Orwell le fait clairement prendre parti en faveur du groupe trotskiste, de la ferme des animaux, qui est ici représenté par le personnage de Boule de Neige. Néanmoins, il ne faut pas pour autant ne pas lui reconnaître ses tentatives d'objectivité. Il avait notamment insisté pour changer un détail du livre après sa publication. Ce détail était que Napoléon, le cochon, avait bel et bien participé à la bataille du Moulin, et cela, il l'a fait après qu'un opposant soviétique en exil l'ait convaincu du rôle similaire de Staline dans la guerre mondiale. Passons au grand B, puisque le livre et le film sont aussi ce qu'on appelle un apologue. Alors l'apologue, c'est quoi ? C'est un récit qui défend une morale. Il s'agit d'un récit fictionnel, imaginaire donc, et dont le but est de servir d'exemple au lecteur. Alors il existe plusieurs formes d'apologue. Voici les 2 formes d'apologue les plus connues. Alors, en premier lieu, on peut parler des contes philosophiques. Il s'agit d'un court récit fictionnel, faisant parfois intervenir le merveilleux ou le surnaturel, et dont le but est de susciter la réflexion sur de grandes questions humaines. Voltaire a écrit le plus célèbre des contes philosophiques qui est Candide. Deuxième sorte, il existe également des fables. Une fable est une histoire imaginaire, généralement en vers, dont le but est d'illustrer une morale. Elle est héritée de l'Antiquité, et la fable a souvent pour héros des animaux. Le plus connu des fabulistes, auteurs de fables, est bien sûr La Fontaine. On peut donc parler du roman de Orwell comme d'une fable, même si ce dernier est écrit en prose et non en vers. Et c'est d'ailleurs bien ainsi que le film est présenté, puisque le générique anglais ce qu'on voit dans le générique anglais, c'est écrit « Based on George Orwell's memorable fable ». Donc on utilise le mot fable aussi dans le générique en anglais. Le but d'un apologue est de, j'utilise la formule latine, placere et docere, c'est-à-dire de plaire et instruire. Donc sous les apparences d'une histoire simple, l'apologue nous livre un message profond. Quel est donc le deuxième message transmis par cet apologue ? Le premier, en effet, nous l'avons déjà vu, c'était de critiquer les totalitarismes. Le second, c'est de mettre en garde les populations contre les dangers de la manipulation par le langage. Il s'agit donc de mettre en garde contre la propagande. En effet, c'est parce que le cochon sage l'Ancien avait bien parlé que les animaux de la ferme s'étaient tous révoltés au début. Puis, c'est encore une fois parce que le cochon Napoléon avait bien parlé qu'il était parvenu à faire accepter ses crimes par les autres animaux, notamment l'assassinat de Boule de Neige ou l'assassinat du cheval Hercule ou Malabar selon les traductions. Les révolutions n'engendrent une amélioration radicale que si les masses sont vigilantes. Ainsi avait parlé George Orwell, et il faut s'en rappeler. Passons maintenant au grand C. L'œuvre a d'abord un caractère prophétique. Et voyons pour cela les conditions de sa réception. Il faut noter qu'à sa sortie, l'œuvre n'est pas universellement saluée, en tout cas par la critique. Certains y voient simplement une satire amusante, sans forcément de portée philosophique. Et d'autres, on peut citer George Sewell, qui écrivait pour le magazine La New Republic, déplore même un manque de connaissance de la part de l'auteur. En tout cas, en 1945, effectivement, Staline est encore considéré internationalement comme un héros. On peut citer le congrès du PCF de 1949, donc en France, où le chef de ce parti politique, qui s'appelait Maurice Thorez, a scandé, a crié « Vive Staline !». Ce n'est qu'après la mort de Staline, en 1953, et la phase qui s'ensuit, qu'on appelle la déstalinisation, que la parole se libère progressivement. Il faut attendre les années 60 et 70 pour que la dénonciation contenue dans l'œuvre d'Orwell soit appréciée à sa juste valeur, et qu'on en ressente toute la portée. Dans ce cadre, il faut noter une autre œuvre littéraire marquante, qui est celle d'Alexandre Soljenitsyne, qui s'appelle L'archipel du Goulag, publiée en 1973. Parlons maintenant du caractère prophétique de l'œuvre littéraire. Alors, le genre littéraire de la dystopie, parce qu'elle appartient au genre de la science-fiction, d'une manière plus générale, anticipe bien sûr en premier lieu les avancées technologiques. Nous citons par exemple
souvenez-vous-en, des écouteurs ou des télécrans géants de Bradbury dans Fahrenheit 451. Mais La ferme des animaux n'entre pas dans cette catégorie parce que La ferme des animaux n'est pas une œuvre de science-fiction. Alors pourquoi peut-on dire, dans son cas, qu'elle a bien un caractère prophétique ? Eh bien parce que le genre dystopique anticipe aussi les événements sociaux, comme des dictatures possibles qui pourraient arriver. Et aussi, elle va anticiper toutes les exactions, toutes les violences qui vont avec ces dictatures, et éventuellement toutes les révolutions qui peuvent en découler. En ce sens, La ferme des animaux est bien, elle aussi, une œuvre dystopique prophétique. On va conclure à présent en parlant tout d'abord de l'accueil qu'a reçu le livre, puis le film. Alors le livre a reçu un accueil presque triomphal de la part de son public. Il faut bien dire que George Orwell n'avait jamais eu beaucoup de succès, jusqu'à la publication de La ferme des animaux. Celui-ci a connu un succès immédiat, un succès tel qu'il a fallu procéder à une réimpression de l'ouvrage un mois à peine après sa première parution. Le livre, par la suite, ne cessera d'être réimprimé et traduit dans le monde entier. La première traduction française fut faite en 1947, sous le titre « Les animaux partout ». Le succès fut planétaire et il permit à Orwell de vivre pour la première fois de son art et de son œuvre. 3 ans plus tard, il peut ainsi publier ce qui est considéré comme son chef-d'œuvre en 1984, une autre critique du totalitarisme, mais sous une autre forme. Enfin, quel a été l'accueil du film ? Celui-ci a été nominé pour l'award du meilleur film d'animation au British Academy Film Awards de 1956. La ferme des animaux a été élu meilleur film par les critiques anglais en 1954, l'année de sa première sortie. Pour terminer, on peut se demander en quoi le film d'animation constitue ou ne constitue pas une trahison du roman. Hormis la fin, le film d'animation est une adaptation assez fidèle du roman d'Orwell. Toutefois, il convient de prendre du recul avec ce dernier. En effet, le film n'est pas du tout aussi contestataire que le livre dont il est tiré. Il faut pour comprendre ce point se remettre dans le contexte historique de la création de l'œuvre. Quand Orwell publie son roman en 1945, il veut réagir contre la bienveillance et la complaisance dont font preuve les puissances anti-nazies, juste après la Seconde Guerre mondiale, envers leurs alliés soviétiques. Ce parti pris allait clairement à l'encontre des politiques des gouvernements de l'époque qui ne voulaient pas se mettre à dos cette nouvelle puissance montante qu'était l'URSS. Mais lorsque le film sort en 1954, presque 10 ans se sont écoulés. Donc Staline et Hitler sont morts et désormais le monde est essentiellement partagé entre 2 grandes puissances, les États-Unis et l'URSS. Le film, produit alors sous l'impulsion de la CIA, est un ouvrage clairement de propagande anticommuniste, s'inscrivant dans le contexte de la guerre froide, devenant en cela ce que précisément Orwell dénonçait dans son roman, c'est-à-dire un outil de propagande. L'œuvre d'Orwell dénonçait les abus des gouvernements, alors que le film finit par servir ces gouvernements. Et enfin, nous pouvons vous citer quelques œuvres complémentaires qui peuvent enrichir votre réflexion. D'autres œuvres dystopiques pour commencer, qu'elles soient par exemple littéraires, on peut citer Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, le fameux 1984 du même George Orwell, La planète des singes de Pierre Boulle, Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, et enfin les nouvelles de Philip K. Dick, Blade Runner, Minority Report, Planète hurlante. Nous pouvons également vous citer des œuvres dystopiques cinématographiques. On peut penser à Hunger Games de Gary Ross, Metropolis de Fritz Lang, Soleil vert de Richard Fleischer, Equilibrium de Kurt Wimmer, I, Robot d'Alex Proyas, Matrix des sœurs Wachowski, The Island de Michael Bay, Wall-E d'Andrew Stanton, Divergente de Neil Burger, Le Labyrinthe de Wes Ball. Nous pouvons également citer d'autres films d'animation dystopiques, comme Le Roi et l'Oiseau de Paul Grimaud, Akira de Katsuhiro Otomo, Ghost in the Shell de Mamoru Oshii. Parlons également d'autres œuvres qui ont voulu à la base dénoncer la société, mais qui ont été trahies par leur adaptation. Et ceci concerne toutes les œuvres d'Alan Moore. Nous étudierons V pour Vendetta, mais vous pouvez également vous référer à l'adaptation du comics Watchmen. Nous vous conseillons de réécouter cette vidéo plusieurs fois, de faire des pauses, de prendre des notes et de venir nous voir si jamais vous avez des questions. Et nous vous souhaitons bon courage pour ce travail d'histoire des arts.